Bonjour, je suis Michel Soyer et j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce nouveau numéro des Mandarins de l'économie sur Mandarin TV. Et j'ai le grand honneur de recevoir aujourd'hui Charles-Henri de Lobkowicz, SAS Le Prince, Son Altesse Sérénissime Le Prince. Alors Charles-Henri, tu descends de toute l'Europe, hein, un peu de Bohême, un peu de Bourbon, un peu de Parme, un peu de Louis XIV, enfin on se perd dans tout ça, l'arbre généalogique est extraordinaire. Et comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour être un jeune prince moderne? On vit. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir avoir une ascendance. Tu parles de descendance, moi je parle de mon ascendance, qui est autant d'Europe centrale que la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Et c'est vrai que par mon père et par ma mère, j'ai une belle ascendance. La base de tout ça, c'est que j'aime l'Europe. J'aime la France où j'ai été élevé. Et être moderne, c'est seulement être vivant, être intéressé par ce qui se passe. Alors aujourd'hui, on voit que tous les rois que nous avons en Europe, d'ailleurs je signale qu'il y a plus de royautés en Europe que de républiques, eh bien, épousent des bergères. Maintenant, la place est ouverte pour des filles, certes très jolies, en général bien élevées, mais qui ne sont pas forcément titrées. Mais bon, comme on dit, le poule a oublié la coque, le coq a oublié la poule, pardon, c'est le contraire. Et donc, toutes ces femmes deviennent princesses, reines. Formidable, donc on est dans un rêve total. Et donc comment tu peux te situer, toi? Est-ce que tu fais partie de cet univers très moderne où tu voyages? Parce que tu me dis, j'arrive de Monaco, je repars pour Londres, je vais à New York, je vois dans ta biographie que tu vis dans un avion. Alors, comment tu vis aujourd'hui? Alors d'abord, parlant de bergères, j'aime beaucoup les bergères. Le roi de France n'avait pas obligation d'épouser une aristocrate ou une royale. Elle devait être catholique. Donc il n'y a pas du tout cet échange. Le roi de France et les monarchies ont toujours été très proches de leur peuple. Toujours. Et si autrefois on épousait des enfants de rois, c'est pour des accords politiques. En général, c'était pour assurer une paix pour le pays. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. Donc on est ouvert et c'est plus facile. Et le souverain peut épouser un peu qui il veut. Dieu merci. Alors sans parler de Dieu, on va parler de ce qui unit les hommes. Et ce qui te motive dans ta vie, c'est l'art. L'art moderne, l'art contemporain et surtout l'art international, car je crois que tu gères déjà 4 grosses maisons. Donc Cadet-Roussel avait 3 maisons, toi tu en as 4, 4 châteaux. Donc j'imagine le travail que ça doit être de gérer des châteaux, le coût, l'énergie, la connaissance du patrimoine, etc. Et c'est ce qui nous rapproche aussi de nos amis chinois, car comme tu sais, les Chinois ont investi beaucoup dans nos châteaux, pas que dans le Bordelais. Les Chinois adorent l'aristocratie européenne, les princesses. Toutes les femmes sont des princesses, certaines le sont plus que d'autres. Et donc c'est un peu ce qui nous envie et ça nous fait un lien vraiment très fort avec cette grande dynastie chinoise. Alors parle-nous un petit peu de tes 4 châteaux et puis de ton implication dans l'art. Alors d'abord, tu parles de princesse. C'est pas Diana qui l'a lancée, la princesse de Galles, mais on est prince ou on est princesse aussi de cœur. On a une notion en France, c'est qu'il y a la noblesse. Mais la noblesse de cœur, c'est la plus importante. Oui, en effet, depuis de nombreuses années, je me passionne pour le patrimoine, pour l'art, pour la préservation, mais aussi pour les échanges culturels. Alors tout cet amour du patrimoine vient aussi du fait que je possède quelques châteaux, quelques propriétés, et depuis 30 ans maintenant, je me bats pour les sauver, pour les préserver, pour les partager. Mais j'aimerais particulièrement, je suis très heureux d'être ici, je ne te l'ai pas encore dit, très heureux de te revoir, parce que la France est un pays merveilleux, mais c'est un musée à ciel ouvert, plein de patrimoine. Et le patrimoine, je n'en suis pas propriétaire, je dirais même que le patrimoine n'est pas possédé par une nation, par l'humanité certainement, mais moi je regarde les gens qui regardent le patrimoine avec amour, et c'est là où on est lié. La gestion d'un château, ou de plusieurs châteaux aujourd'hui, est en effet très compliquée, et me demande de voyager énormément. Ça passionne les gens. On va d'une propriété, d'une forteresse qui est du XVe siècle, jusqu'à un château qui est du XIXe siècle où je réside, qui a toujours été des lieux où la famille s'est retrouvée.
Et tu parlais des monarchies et des royautés. Sache que parmi les cousins qui sont royaux et souvent régnants, ils sont d'une modernité, d'une conscience du monde d'aujourd'hui. Ils sont aux affaires et ils s'intéressent à tout ce qui se passe dans le monde et à ces échanges culturels. C'est formidable. Alors toi, dans le culturel, tu t'y intéresses tellement que tu t'es associé maintenant avec une maison de vente. Alors moi qui aime l'objet, d'ailleurs je retrouve les populations chinoises, asiatiques, s'intéressent aussi autant à l'art du 19e siècle que celui du 18e et que l'art contemporain. Moi j'aime l'objet. De la même façon que j'aime ce patrimoine qui est transmis de génération en génération. On peut lire des livres d'histoire, on peut s'informer, mais le patrimoine et l'objet, c'est vraiment là l'histoire qui nous est transmise de génération en génération. Alors oui, il y a moins d'1 an, j'ai participé à une merveilleuse maison de vente aux enchères qui s'appelle Pierre Berger, et ça me ravit tous les jours, car j'ai face à moi tous ces objets qui nous ont été transmis. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Je crois dans l'objet, dans ce qu'il incarne, mais aussi dans l'énergie qu'il est. Et quand on achète un objet, ce n'est pas seulement l'objet. C'est tout un patrimoine, c'est toute une histoire. C'est l'âme d'une culture. Alors dans l'objet, il n'y a pas qu'un objet qu'on regarde, il y a un objet qu'on boit, parce que je crois que chez Pierre Berger Associés, on est beaucoup investi dans le vin, les ventes de vin. Alors le vin, c'est merveilleux. La France, c'est le vin aussi. C'est l'art de vivre, c'est la culture, c'est le patrimoine, mais le vin ô combien. Et je suis même persuadé que cet raffinement, cette élégance qui est transmise par le vin est aussi un lien étroit entre les différentes cultures. Je pense même que c'est à travers le vin et le fait que l'on boive ensemble que les liens sociaux se font. Ils ont toujours été dans toutes les cultures. Le fait, l'ivresse comme on disait, ça n'est pas l'ivresse qu'on peut imaginer aujourd'hui, c'est se laisser aller, cette ouverture, ce regard sur l'autre, cette joie de vivre. Et je crois que les échanges entre les êtres et même entre les cultures différentes se passent à travers cela. Alors on dit en français se mettre à table. Effectivement, on dit aussi en latin in vino veritas, et ça nous rapproche de nos amis chinois, car je ne connais pas des affaires qui se signent, un contrat qui se signe sans un repas, un dîner, un déjeuner. Les Chinois vivent autour de la table, aiment bien la bonne chair et le bon vin et les bons alcools. Est-ce que ce sont des bons clients de ta maison de vente aux enchères? Est-ce qu'ils viennent te voir pour ça et tu participes, tu es obligé d'aller dîner avec eux? D'abord, tu parles de nourriture, tu parles de vin. Moi, je dirais, je parle de partage. Et même quand on est en relation d'affaires, c'est d'abord et avant tout des relations humaines. Donc ce partage humain est nécessaire. En ce qui concerne les Chinois avec lesquels je travaille, c'est aussi pour la maison Pierre Berger. Et non seulement je sors dîner avec eux, mais je me fais une joie. Pourquoi est-ce que je me fais une joie? Car nous sommes de culture très ancienne, la Chine encore plus que nous. Mais à mon âge, à mon grand âge, est-ce que ce n'est pas merveilleux de découvrir, à travers chaque rencontre, une culture que je ne connais pas assez, une histoire que je ne connais pas assez, une civilisation qui peut m'amener, qui peut m'enrichir. Alors ça n'est jamais une obligation, c'est réellement une joie. Mais alors tu me disais que l'empire chinois, c'est le seul qui ait perduré au-delà des siècles, alors que les empires dont nous descendons, nous Européens, tu citais évidemment l'Égypte, la Grèce, Rome, ils n'existent plus. Ils n'existent plus, nous sommes issus de cet empire romain naturellement. Mais il est extraordinaire d'imaginer que l'empire chinois, la Chine, existe depuis maintenant plus de 5000 ans. Mais c'est tellement important pour nous, Français. Il faut savoir que le grand roi Louis XIV, qui a fait cette grandeur, qui a inventé le luxe français... Ton ancêtre. Mon ancêtre, mon arrière, Respect. et encore quelqu'un. Respect. Moi aussi, respect pour lui. A été un homme qui a été fasciné par la Chine. Et il y a une grande correspondance diplomatique entre notre grand roi Louis XIV et l'empereur de Chine. Mais je tiens à rappeler qu'à l'époque de Clovis, qui est un peu le fondateur de cette nation qui est la France,
les empereurs existaient déjà, et un autre très grand empereur était à l'époque de Clovis, où nous, on ne faisait que démarrer. D'accord. Alors donc, ce grand empire, est-ce qu'il frappe un peu à la porte de l'Europe pour justement mieux connaître et acquérir des œuvres d'art? Est-ce que les Chinois sont des acheteurs d'art moderne et contemporain? Alors les Chinois, maintenant surtout depuis 15 ans, achètent énormément. Autant de l'art que du patrimoine, que des affaires ou des affaires viticoles, donc du vin. Oui, ils le font probablement, c'est une affaire. Mais je reste persuadé qu'ils le font aussi dans la notion d'être partie de cette transmission extraordinaire. Parce que la culture, l'objet, c'est une histoire de transmission. Et qu'elle se transmette à travers les Chinois pour un château en France qui est viticole, ou par un Français, c'est le patrimoine, c'est cette valeur, c'est cette âme, c'est cette émotion. Alors, est-ce que c'est justement de trouver pour eux quelque chose qu'ils n'ont plus trop chez eux, parce qu'il y a eu la Révolution chinoise, la République, etc., populaire, mais finalement, même le prince de Monaco, dont tu es proche apparemment, pour eux, ils peuvent toucher le prince qui est régnant, avec toute la famille derrière, le prince régné, la princesse Grace, qui est une mythologie. C'est quelque chose qui les fait rêver, parce on touche à la fois le monde du cinéma, le monde du showbiz, le monde des affaires, le patrimoine. Monaco est aussi un patrimoine... Oui. Mais tu dis plusieurs choses qui sont importantes. Mais j'aimerais revenir sur la notion du roi, de la personne, que le prince Albert à Monaco est tout à fait cela. C'est-à-dire que la personne du monarque, du dirigeant, du roi, est une personne comme le patrimoine qui doit être proche de son peuple, mais beaucoup plus que ça, il incarne son peuple. En France, autrefois, on disait que le roi de France est le père de la nation. Et ça, c'est une notion que tout monarque, et j'en ai connu quelques-uns, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Espagne, la Belgique, le Luxembourg, le Liechtenstein ou l'Angleterre, je les ai connus en tant que prince héritier, et je les ai connus comme rois. Eh bien, la personne change. La personne se met au service de son peuple. Et elle incarne son peuple. Et c'est là où je crois que la fonction fait l'homme. Très bien. Et donc, toi, tu es maintenant le roi de l'art, quelque part. Tu t'es mis une couronne pour essayer de réunir autour de toi le peuple des amateurs, de les défendre, de les former et de leur proposer peut-être quelque chose qui va les rendre heureux, parce qu'il y a une recherche de bonheur dans tout cela. Il y a une émotion, il y a aussi une histoire de permanence. Je vais te donner deux grands noms, qui est la famille Wallace et la famille Frick. Une américaine, l'autre anglaise. Personne, ou très peu de gens, savent qui est M. Frick et qui est M. Wallace. Par contre, tout le monde connaît leurs collections, qui sont parmi les plus importantes du monde. Le collectionneur d'art, il y a de l'émotion, il y a de l'âme, mais il y a aussi la capacité de transmettre et de maintenir votre nom pour le long terme. Et ça, c'est probablement le fondateur de telle société ou de telle société. Il a gagné beaucoup d'argent, so what, comme on dit en anglais. Par contre, celui qui peut léguer une collection d'art, lègue quelque chose d'important à l'humanité, et son nom sera marqué en pierre dans l'histoire. Alors c'est vrai qu'on voit la tour Eiffel là derrière toi. Et derrière toi. Voilà, et on dit que ce qu'on aura laissé quand on ne sera plus sur Terre, c'est ce qu'on a donné. Parce que si on le garde, même pour soi-même ou sa propre descendance, finalement ça reste dans le milieu familial. Mais
le rêve de tout artiste et de tout collectionneur, c'est d'avoir un musée, c'est d'avoir son nom quelque part, de transmettre quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi, à mon avis? C'est effectivement la capacité d'investissement et d'énergie, mais c'est surtout l'émotion et la passion, car on ne fait rien sans émotion, c'est ce qui bouge les gens. Et je crois que l'art, c'est pas de la décoration, c'est pas du décor, c'est un message qui va gêner et qui va émouvoir. On est d'accord? L'art, le patrimoine d'ailleurs, c'est ce petit plus d'humanité. C'est pas un commodity, comme on dit en anglais, comme un autre. C'est quelque chose qui peut générer de l'émotion. Un petit supplément d'âme, je disais tout à l'heure. Eh bien, c'est ça qui vous fait un être humain. Mais tu parles de grands collectionneurs, mais on peut être un petit collectionneur, acheter un petit tableau, un objet, s'intéresser à ça. Et quand on s'intéresse à un objet historique ou à une œuvre d'art, c'est pas seulement l'objet. C'est tous l'émotion et parfois l'héritage, pour ne pas dire l'âme, qui est transmis par cet objet ou par cette œuvre d'art. Oui, donc ça c'est une fonction de éduquer un petit peu les gens, éduquer leur goût. Le goût est très différent dans les différents pays. Alors éduquer, il faut faire attention. Pour moi, l'art, l'émotion et même le vin, les gens croient que c'est une chapelle, que c'est quelque chose de complexe. Mais l'émotion, tout le monde l'a. Le goût, tout le monde l'a. Arrêtons d'imaginer qu'il faut faire des grandes études pour comprendre quelque chose. Un enfant comprend dès son plus jeune âge. L'éducation, mieux comprendre quelque chose, ça vient avec le temps, parce qu'on est intéressé. Alors si on peut accompagner les gens pour gagner un peu de temps, bien volontiers. Et moi, je me passionne pour la culture chinoise en particulier, mais j'ai des gens qui me parlent de cette culture, qui me parlent de l'histoire chinoise. Et parfois, j'aime faire la même chose avec des personnes qui s'intéressent à ma culture, à l'Europe et à la France en particulier. Alors on dit souvent que le génie est involontaire. Quand un peintre fait une toile, est-ce qu'il a vraiment réfléchi d'une façon rationnelle? Je ne pense pas. Et je suis toujours un peu surpris quand je vois dans les musées que les gens qui organisent des belles expositions racontent sur les murs des tas d'histoires en resituant, en analysant ça. Et je me demande si l'artiste voyait ça, il disait, mais est-ce que j'y suis pour quelque chose vraiment? Tu as absolument raison. C'est quoi un artiste? C'est un de ces rares êtres humains qui ont la capacité de créer. Or, la capacité de créer, peu de gens, la capacité de créer une émotion, une œuvre, quelque chose. Et je crois qu'il y a un lien avec l'au-delà ou le cosmos. Quand on écoute Mozart, Beethoven, Bach, ou quand on regarde des œuvres majeures du patrimoine, l'architecture, on se demande s'il n'y a pas une petite lien avec quelque chose qui nous dépasse. Car rares sont les êtres humains qui sont arrivés à un tel niveau. Et quand on voit beaucoup d'artistes qui sont morts à 25, 30, 35 ans en créant des œuvres majeures de l'humanité, je suis d'accord avec toi, il y a certainement des interventions de l'au-delà. Picasso disait qu'en peinture, ce sont les 80 premières années les plus difficiles. Donc quand on a la chance de pouvoir vieillir, eh bien effectivement, on peut travailler, continuer à travailler. Maintenant, c'est vrai que certaines grandes signatures de l'art moderne ont quitté cette terre très jeune, trop jeune, et demeurent quand même des icônes. Donc le génie peut en très peu de temps... Alors, je crois que ce qui compte aujourd'hui dans la vie, c'est de faire des choses qui nous dépassent, c'est-à-dire au-dessus de nous, bien plus fortes. Et notamment, il y a une chose dans laquelle tu es quand même assez impliqué, ce sont les œuvres charitables, parce que ta famille est quand même, et toi-même, très impliquée dans l'ordre de Malte, l'ordre souverain de Malte, notamment au Liban. Voilà. Et aujourd'hui, quelle est ton implication? Et est-ce que tu penses que, compte tenu du monde dans lequel on est, qui est quand même très compliqué, mais qu'il a toujours été, d'ailleurs, quand on se regarde vers le XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, nos prédécesseurs ont vécu aussi des moments absolument incroyables, insensés, on l'oublie. Hein, le monde n'était pas en papier glacé comme nous, on pouvait épouser la fille de l'ennemi, ce qui aidait. Je suis persuadé que les relations humaines de cultures différentes passent par des liens culturels. Et c'est là où on se découvre, c'est là où on se comprend, c'est là où
nos échanges peuvent permettre, au fond, à se comprendre. Et au fond, c'est ça qui permettra la paix dans le futur. Paix, P-E-X, cette paix que depuis l'origine de l'humanité, on fait tout pour conserver. Et je suis persuadé que c'est à travers la culture qu'on va y arriver. Et tu avais une autre question, tes questions sont tellement longues. Excuse-moi, je suis un petit peu bavard, mais c'est toi l'interviewé. Les œuvres caritatives, oui, j'ai eu la chance, et je dis bien la chance. Dès mon plus jeune âge, je me rappelle déjà enfant, on recevait beaucoup de cadeaux de Noël et on devait les redonner aux gens qui en avaient besoin. Quand tu as 4-5 ans, c'est un peu difficile. Mes parents sont, pendant 40 ans, ont créé la plus grande fondation au Liban et on soigne aujourd'hui 130 000 personnes par an. J'ai vécu tous les événements, toute la guerre du Liban, ce qui rend une enfance absolument passionnante. Je continue à aller au Liban très souvent, à m'intéresser à ce pays où j'ai en partie vécu, où j'ai été élevé. Mais quand on dit œuvre caritative, ça veut dire quoi? Au fond, ça veut dire si on peut, on doit. C'est au fond un réflexe humain que chacun de nous ne devrait pas perdre. Ça peut être aider une pauvre dame dans la rue qui a besoin de quelque chose. Et si on peut plus, on doit plus. Si on a, on est obligé de transmettre, de donner, de faire quelque chose. Autrement, à quoi sert la vie? À quoi sert l'autre? Oui, alors aux États-Unis, par exemple, c'est devenu un sport collectif de faire des soirées caritatives, de lever des fonds. Et il est évident qu'il y a un avantage fiscal dans tout ça aussi. Et mondain. Et très mondain, pour très les mondain. États-Unis. Alors, mais est-ce que nos amis chinois, ils s'y sont mis un peu à faire ça? J'ai pas l'impression qu'ils ont l'habitude de... Peut-être ça viendra. Il faut savoir que d'abord, les Chinois ont acheté du patrimoine en France. Mais c'est quoi acheter du patrimoine en France? Souvent pour le préserver, pour le transmettre. Le patrimoine ne va pas être emporté en Chine. Donc ça fait aussi partie de cet échange culturel. Et certains s'inquiètent que les Chinois achètent tel château ou tel vignoble. Moi, je leur dis bienvenue. C'est ainsi qu'on va partager, c'est ainsi que vous allez vous intéresser à notre culture et que nous, on va s'intéresser à la vôtre. Donc, je suis très pour. En ce qui concerne le mécénat, il est en train de grandir. Il est en train de grandir avec la France parce que la Chine sait l'intérêt et la grande histoire que nous avons en commun. Il y a de plus en plus d'échanges culturels importants. Mais il y a aussi des implications de la Chine dans des musées français et dans des opérations de restauration du patrimoine. Je sais qu'il y a des liens étroits avec le Centre Beaubourg, avec le musée Guimet. Avec le musée Guimet, je te remercie. Mais de plus en plus, on le voit, que la Chine se tourne vers la France. Et le luxe français n'est pas innocent. Le Chinois qui est raffiné s'intéresse à ce luxe français, s'intéresse à cette grande histoire. Et la France, et le luxe français créé par Louis XIV, en est le merveilleux ambassadeur. Oui, tout à fait. Donc, c'est Louis XIV qui a inventé beaucoup de grandes fêtes. On faisait à cette époque des feux d'artifice en noir et blanc, car ce sont les Chinois qui ont inventé les feux d'artifice en couleur. Voilà. Et l'île enchantée... Alors, pardon, pour le feu d'artifice, il y avait du blanc, mais il n'y avait pas de noir. Il n'y avait pas de noir. Ça ne se voit pas la nuit. Mais il y avait du blanc, il y avait de l'or et de l'argent. Mais la tradition du feu d'artifice, ô combien, vient de la Chine. Et c'est vrai, donc on a tous en tête ce film, on va citer Gérard Depardieu, Vatel, qui a été tourné au château de Fontainebleau et au château de Chantilly, et Louis XIV a été quand même, son siècle, l'inventeur de ces grandes fêtes. Quand on voit par exemple l'île enchantée, qu'on voit Disney, qui a inventé l'île enchantée, c'était une des grandes fêtes de Louis XIV, donc ton ancêtre, car à cette époque, on préparait 6 mois avant et on en parlait 6 mois après, c'était quelque chose de très important. Bon, aujourd'hui, tout ça, ça tend un petit peu à disparaître, mais il faudrait le relancer, car je pense que la culture, c'est la première marche vers les affaires. C'est justement comment, la façon de se parler, de se connaître, de ne pas être d'accord. Moi, je dirais que pour faire des affaires, il faut un échange humain et culturel. Les échanges, pour moi, ne se font pas pour générer des affaires, mais ces échanges permettent peut-être de faire des affaires.
De se mettre à table. Alors, parlons d'affaires, on parlait de Monaco, le monde du luxe dans lequel tu es un petit peu impliqué, en tant qu'ambassadeur, on va dire, de certaines grandes marques, est-ce que le luxe est justement des choses qui brillent pour des gens riches, ou ça va un peu plus loin, avec des métiers d'art, avec la séduction? Est-ce qu'une femme ressent de l'émotion quand elle porte un très beau bijou, une très belle parure? À Monaco, il y a des fêtes en saison tous les soirs, avec quelques grandes fêtes importantes. Comment tu vois un petit peu les Asiatiques un peu dans tout ça, et ça les concerne? Les Asiatiques qui ont la connaissance du beau, du geste, de la précision et de l'histoire comprennent le luxe français. Le luxe français remonte, comme je disais, à Louis XIV. Mais c'est bien au-delà de ça. C'est-à-dire que, pour moi, le luxe, c'est pas seulement une marque. C'est pas seulement un label, comme on dit en anglais. Le luxe, c'est une respiration, c'est un moment, c'est un travail, c'est un concept, c'est une pensée, c'est de l'innovation. Et en fin de compte, c'est une émotion, absolument. Les Chinois, qui sont de très importants clients pour le luxe français, le comprennent bien. Et c'est pour ça que les maisons de luxe font énormément de travail sur la communication du travail qui est derrière, de l'artisanat. Et ça n'est pas seulement quelque chose qui brille. Il y a réellement un travail derrière, de conception, de création. C'est des artisans. Des artisans d'art, donc ça nous ramène à Notre-Dame. On a beaucoup parlé des artisans d'art. La différence entre artisan et artiste, qu'est-ce que c'est? Ah, mais autrefois, c'était la même chose. C'est à partir de la Renaissance que l'artiste est séparé de l'artisan. L'artiste, d'ailleurs, on a pris un certain ego. Eh bien, pour moi, c'est assez proche. Cette notion du geste. Pour dire quelque chose, une calligraphie chinoise et une enluminure du Moyen-Âge, c'est le même amour du geste. Donc, pour moi, ces notions sont extrêmement proches. L'artisan est un artiste. Par contre, les artistes ne sont pas toujours des artisans. J'ai plus confiance souvent dans l'artisan, parce qu'il y a une finalité visible, que pour l'artiste. Surtout aujourd'hui, où l'artiste se permet de ne justement plus être cet artisan, pas toujours ayant cette culture extraordinaire qu'avaient tous les artistes autrefois. Et je remarque que les artistes contemporains, les plus à la cote, les plus reconnus, sont ceux qui ont la plus grande culture et parfois sont des collectionneurs eux-mêmes d'art classique. Oui, c'est la base. Un peintre doit-il savoir dessiner? Réponse oui, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas dessiner. Et d'ailleurs, je voudrais quand même signaler que certains métiers certains artisans sont devenus des artistes. Avant, on avait un cuisinier, maintenant ce sont des chefs avec des étoiles. Avant, on avait un disquaire, maintenant c'est un disque jockey. Avant, on avait un coiffeur, maintenant ça devient... Voilà. Et donc tous ces métiers, alors ont-ils raison de devenir voilà, des artistes avec une reconnaissance sociale, ou est-ce que c'est seulement la reconnaissance sociale, où ils ont un savoir-faire qui s'est... Non, je crois qu'aujourd'hui, comme un acteur, un chanteur, pour durer, il faut avoir quelque chose de plus que les autres. Et si c'est reconnu aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, les échanges, la télévision, c'est que les gens sont intéressés par ça. Et il est vrai qu'autrefois, les métiers que tu as mentionnés étaient des métiers qui n'étaient pas mis à la lumière. Mais c'est quoi? Ce sont des artisans. Et aujourd'hui, l'artisan est mis en avant. Et luxe sans artisan n'existe pas. Écoute, formidable. En tout cas, moi, je pense que tu es quelque part un grand artiste de la culture, parce que tu réussis à nous faire rêver, à nous donner envie d'aller un peu plus loin. En tout cas, Charles-Henri, merci beaucoup de cette interview, et je te dis à très bientôt dans toute ton association et ta défense du patrimoine français. Merci.